Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Manon Board, ultra-traileuse française qui s'est récemment illustrée en gagnant la mythique course de la Diagonale des Fous à La Réunion. Manon avait déjà auparavant gagné la TDS, l'une des courses de l'UTMB, le Mute, l'Ultra Trail de Madère, et a aussi des titres de vice-championne de France de trail, de championne du monde de trail par équipe, et aussi une troisième place au championnat du monde en individuel. Autant dire un sacré palmarès, alors que Manon ne s'est que récemment mise au trail. Je suis donc vraiment ravie de la recevoir pour qu'elle partage avec nous son parcours, son quotidien d'ultra traileuse, mais aussi ses très beaux projets à venir pour 2025. Bienvenue Manon. Eh ben bonsoir Lorraine, hein, on se retrouve voilà au chaud chez nous, malgré j'imagine que chez toi comme chez moi un hiver qui est un petit peu compliqué en tout cas nous chez nous dans le Jura, il a beaucoup neigé puis là il pleut un petit peu donc la rentrée pas top On espère que ça va s'arranger, que la neige va revenir. Est-ce que complètement. tu veux bien te présenter en quelques mots? Je t'ai déjà un petit peu présenté évidemment, mais pour celles qui ne te connaîtraient pas encore. Oui alors bah du coup moi c'est alors Manon Boar-Caillé, enfin je me suis mariée en 2019, alors j'ai gardé mon nom de famille parce que j'y tiens, j'ai une certaine fierté. J'ai 33 ans. Ça passe vite. Je suis, originaire du Haut-Doubs, voilà, à la limite en fait, dans au bout du massif jurassien, voilà, à la limite de la frontière suisse, Morteau, hein, pour ceux qui connaissent, la fameuse saucisse de Morteau, voilà, je suis de là-haut et puis, j'habite, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, aux alentours de Besançon, hein, dans un petit village, en campagne avec, mon mari et mon chien et je suis, diététicienne nutritionniste à Besançon. Alors maintenant, je suis à temps partiel, et je pratique, le trail, depuis, 2016 et avec un peu plus maintenant, un peu plus à une dimension de performance et à haut niveau depuis, 2021 exactement, où j'ai diminué mon temps de travail. Donc, maintenant je pratique, ma passion, pour le sport qui est le trail et aussi, ma passion en tant que diététicienne. Donc c'est une vie bien remplie, mais, voilà, ça fait plein de belles choses à raconter, le week-end ou le soir, et puis voilà, j'ai toujours peur de m'ennuyer donc Oui, là, je pense que tu t'ennuies pas effectivement, tu vas nous raconter tout ça et finalement, c'est vrai que ça c'est quand même assez récent. Comment est-ce que ça t'a donné envie, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le trail? je pense qu'au départ, c'est quand même ma personnalité et puis, bah, mes, mmh, bah, ma mes enfin moi j'ai la passion quand même du sport, hein. Dès le plus jeune âge, j'ai toujours pratiqué le sport. D'ailleurs, j'étais sur des skis à l'âge de 4 ans. Toi qui étais il y a pas si longtemps que ça, sur des skis pour la première fois, bah, nous on a baigné, dans cet environnement-là puisque, bah, voilà, le Houdou, Morteau, c'est de la moyenne montagne, hein, donc c'est sûr que c'est un environnement qui est on n'est pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais on a quand même, voilà, quelques collines, quelques montagnettes et il y a la neige qui s'installe l'hiver. C'est un super environnement pour aller, dehors et puis en plus mes parents sont toujours aubergistes, hein, donc moi j'ai toujours vécu dans cet environnement-là avec, des clients, des randonneurs, ça bougeait pas mal, à la maison et j'avais ce besoin en tout cas de m'exprimer, à l'extérieur et en fait, pour la petite histoire, je me suis mis au trail assez tard parce qu'en fait j'ai toujours couru un petit peu dans l'entretien de mes sports quand j'étais ado, puis après, jeune adulte quand je suis partie en études dans les grandes villes. Voilà, à Lyon, à Strasbourg, ouais bref. C'était pas trop l'environnement dans lequel je m'épanouissais le plus, mais voilà, j'ai quand même vécu des belles choses pour les études de diététique. Mais quand je suis revenue, m'installer autour de Besançon, bah, j'avais déjà un papa qui courait depuis un certain nombre d'années et déjà un pied dans le trail, par, le biais de la famille et aussi par le biais de stages qu'on organisait à l'auberge où moi j'étais, diététicienne et ben, je me suis vraiment pris au jeu en arrivant à Besançon, en rencontrant, un groupe de coureurs, un magasin à la base, qui s'appelait Rando Running, qui n'existe plus maintenant, mais un groupe de copains en fait qui ont monté leur magasin et qui se sont lancés à faire des sorties du mardi soir et en fait, je me suis mise vraiment à courir comme ça et puis en fait, le dossard est venu, un peu plus tard, en me voyant avoir un petit potentiel et puis une petite envie quand même de compétition et de dépassement. Donc on va dire que ça date de 2016-2017-2018 pour les premiers dossards et 2016 pour la mise en route en effet, qui n'est pas, forcément en lien avec la mise en route, du paternel, quoi. Oui, forcément. C'est marrant parce que tu t'y es mise un peu comme tout le monde finalement. Enfin, évidemment, tu avais déjà un passé très sportif, mais ouais, en commençant à courir avec des potes et tranquillement, quoi. Exactement. Quelles ont été ensuite les grandes étapes de ton parcours? Parce que du coup, comment est-ce qu'on passe de ça, donc qui est un peu la situation effectivement de
plein de trailers à, bah, je suis traileuse professionnelle, ce qui est ton cas. Ouais, alors je pense qu'il y a eu, il y a eu peut-être 3 moments un peu clés. Enfin, en tout cas 3 saisons que je vois, particulières. La première, c'est quand même, quand je décide de me faire, accompagner, soutenir par un entraîneur, en 2019, qui est d'ailleurs toujours mon entraîneur, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai une entière confiance et qui me connaît très bien. Donc, en 2019, je me fais accompagner, par rapport à une structure d'entraînement, où je délègue complètement cette partie-là à lui et on se met en lien un petit peu, dans mes semaines un petit peu pour savoir un petit peu, bah, voilà, au travail, mes envies, là ça a été un petit peu au départ comme ça et puis là petit à petit ça se professionnalise quand même où je suis plutôt, un petit peu c'est un petit peu au jour le jour, hein. Je pourrais en parler peut-être un petit peu plus tard. Donc 2019 où là j'ai vraiment eu une évolution assez, exponentielle avec, déjà des premiers résultats, en course mais surtout une envie d'aller au-delà, des distances de 80-70 que j'ai, assez vite maîtrisées et où, je sentais que j'avais vraiment encore, sous la semelle quoi. Et puis l'envie d'aller, plus longuement dehors, hein. L'entraînement, j'adorais ça et de me faire accompagner par un entraîneur qui rendait ça ludique à souhait et qui m'accompagnait un petit peu dans une progression, à tout niveau. J'ai trouvé ça vraiment très fun. Après, il y a eu l'après-Covid en 2021 où en effet, là, il y a eu la TDS, il y a eu, ma première sélection en équipe de France alors que j'étais à des années-lumière de me dire que c'était possible et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était alors c'est à 3 semaines avant la sélection des France où mon entraîneur, il me dit: «Tu sais, tu devrais quand même, tenter, tu as quand même, vra bien progressé en vitesse, il y a peut-être quelque chose à faire et tout». Puis alors moi je croyais pas du tout en moi et jusqu'au dernier moment, j'ai failli pas y aller parce que j'étais morte de trouille quoi, enfin n'importe quoi et en fait, ça a été une super expérience parce que j'ai fait 2e de la course, donc qualifiée en équipe de France et puis après il y a eu trois sélections, enfin 3 saisons en tout cas avec l'équipe de France et ça m'a ouvert, bah, des opportunités de rencontres, des opportunités de progression et puis aussi, je pense, une version de moi qui découvre la compétition, mais sous un axe collectif, ce qui est vraiment pas évident, sur cette période-là où je me disais que le trail, c'était un sport individuel et basta. Je m'entraînais quand même beaucoup toute seule avec quelques copains, voilà, encore par-ci par-là, mais quand tu progresses vite, souvent et puis quand tu as aussi, soif d'ultra ou de plus long, tu arrives pas toujours à trouver les copains d'entraînement, pour aller fouler, voilà, quelques sentiers, plusieurs heures, quoi et l'équipe de France, ça Ouais, a tu été quand même un m'étonnes. joli tremplin. Et puis il y a eu la victoire sur la TDF où là, franchement, j'étais outsideuse, pas du tout, attendue, il y avait quand même des belles têtes d'affiche et voilà, gros syndrome de l'imposteur après à gérer parce que vraiment, tout m'est tombé dessus un petit peu, voilà, juillet la sélection, août, la TDS, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable et ça m'a fait quand même beaucoup de bien, à la confiance et à l'estime de moi qui était, et qui est toujours, hein, un petit peu, défaillante. C'est fou, il y a je pense que toutes les femmes que j'ai interviewées jusque-là m'ont dit ça et du coup, on se rend compte que c'est à tout niveau parce que, enfin, pour moi, tu vois, sportive amateur, je me dis: «Bah, quelqu'un comme toi, c'est bon, elle doit forcément avoir confiance en elle et cetera» et en fait, c'est aussi un problème, pour des gens comme toi, donc c'est quand même toujours intéressant à voir. Ouais, c'est un trait très féminin, hein, je pense, et souvent, d'ailleurs, il y a des personnalités féminines qui sont très un peu plus extraverties, un peu plus égocentriques, enfin, tu vois, un petit peu plus, à beaucoup parler. C'est d'ailleurs souvent ces personnes-là qui ont une carapace et qui ont le moins confiance en elles. Donc des fois, faut pas forcément, voilà, l'habit fait pas le moine et puis, bah, la dernière phase qui a été un peu plus spécifique, dans mes saisons, c'est l'année dernière, hein, 2023 où ça a été quand même assez le feu. J'ai vraiment passé un cap où j'ai diminué un petit peu mon temps de travail d'ailleurs. L'année d'avant où je me suis fait aussi accompagner par un préparateur mental, mais sur plutôt l'axe un peu psychologique et en fait, ça m'a vraiment permis, de passer des gaps, et puis de retrouver, l'essence même, le plaisir même et moins me mettre la pression, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, c'était surtout ça mon problème, après 2021, 2022, 2023 et j'ai enchaîné les belles réussites, sans vraiment, m'en rendre compte. Alors peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que du coup, ça a été une année très voire trop gourmande avec beaucoup trop de dossards et du coup, bah, début de saison dernière, j'en ai peut-être un peu payé les frais, mais parce que voilà, il y a encore une vie à côté qui est bien chargée
C'est pas évident des fois de freiner puis de mettre des limites, mais bon, J'imagine que c'est comme ça j'apprends. qu'on apprend aussi. Exactement, j'apprends encore et toujours. Et tu cours sous les couleurs de Oka. Quel rôle, ça joue, en fait, ce team Oka dans ton évolution sportive? Qu'est-ce que ça t'apporte, bah, dans au quotidien, en fait? Alors Oka, c'est je suis chez Oka depuis 2000 fin 2021 exactement, en sachant quand même qu'il y a un historique, hein, parce que moi j'ai toujours couru sur des chaussures Oka. Je connaissais déjà un petit peu des personnes de la team puisque, bah, mon papa, il a été quand même, une dizaine d'années chez eux. Et il y a eu une espèce de passation où, voilà, mon père a terminé un petit peu sa carrière, chez Oka et bon maintenant il est dans une belle famille aussi un peu plus intimiste, mais chez Simalp et il s'éclate, tout autant. Mais Oka voilà, ça paraît comme ça une grosse famille, une grosse entreprise, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de proximité, beaucoup de liens entre quand même, bah, que ça soit entre les athlètes, même internationaux. Alors c'est peut-être des fois aussi ce qui fait un petit peu que c'est plus compliqué, mais il y a des pisteurs, il y a des routards, il y a aussi, bah, les trailers, il y a même des triathlètes et il y a aussi, bah, voilà, plusieurs pays. Donc, on a quand même, notre petit groupe, notre petite communauté, Oka France et puis on est aussi beaucoup en lien avec, les professionnels qui travaillent, au sein de l'entreprise, que ce soit pour la conception des chaussures, les tests, les protos, que ça soit aussi pour, la gestion un petit peu, bah, des de la com, voilà, c'est quand même très aidant. Ils nous facilitent beaucoup la vie et surtout, enfin moi ce que j'apprécie le plus, alors outre les produits parce que c'est surtout pour ça que j'ai accepté et que j'ai démarré le partenariat avec eux. C'est quand même parce que je courais déjà avec cette marque et avec les produits qui m'étaient, chers et puis les valeurs et puis les gens qui étaient un petit peu dans l'initiative un petit peu de ce projet depuis plusieurs années. Moi, c'est quand même vraiment ce côté pas de pression, ils te demandent pas de communiquer, à outrance, ils te demandent pas des résultats, spécifiques. Enfin, il y a quand même, moi la pression, je me la mets toute seule, il y a pas de souci, donc j'avais pas besoin de ça en plus et pour le coup, ils sont quand même très aidants par rapport à ça et ils m'accompagnent même pas mal, sur ces niveaux-là, notamment sur les grands événements, quand il y a l'UTMB ou quand il y a, voilà, certains groupements, c'est quand même assez facilitant et puis juste par contre pour la petite histoire, c'est que Oka, ça reste quand même une marque, donc c'est un team, avec, des marques que nous, on a une image de marque, mais par contre, il faut qu'on s'entoure et ben, de notre staff, que ce soit médical, de notre entraîneur, s'il faut un community manager, s'il faut, enfin, on a quand même tout à gérer à ce niveau-là. On est quand même notre propre patron. Donc, c'est très structurant pour nous en tant qu'aide financière, aide matérielle, aide un petit peu sur la com et tout. Mais ça manque encore, et je pense que c'est le trail hein, qui manque un peu de cette structure qu'on peut retrouver par exemple dans le vélo ou dans des sports, olympiques, hein. On n'a pas encore cette structure et cet accompagnement, professionnalisant, professionnel qui nous permettent, bah, d'en vivre complètement et de façon, on va dire assez voilà, assez on est très libre, mais en même temps, ça demande aussi pas mal de temps et d'organisation, autour de nos propres, saisons et notre propre, accompagnement quoi, le monitoring. Ouais. Ouais, il reste beaucoup de choses à faire, par toi-même forcément. Et est-ce que vous vous entraînez régulièrement avec d'autres membres de l'équipe, par exemple? Temps, chez Oka, on a un regroupement souvent, sur la période de fin février. Fin février, début mars. Alors c'est souvent un stage un petit peu de cohésion pour les nouveaux. C'est aussi pour refaire un petit peu des points un petit peu sur les nouvelles gammes. Enfin voilà, beaucoup un côté un peu marketing. Et puis bah partager quelques entraînements, mais vraiment cool. Et puis par contre, on a un gros stage sur l'été, un gros regroupement qui se fait souvent, bah souvent quand même sur Chamonix pour préparer notamment les courses de l'UTMB. L'année dernière, c'était à Val Thorens, donc voilà, ça se passe en tout cas souvent dans les Alpes pour avoir quand même voilà, un spot d'entraînement adapté avec un kiné sur place, éventuellement un ostéo et puis un accompagnement un petit peu pour être vraiment dans les meilleures conditions possibles pour en vue des performances estivales. Mais en fait, il y a très peu de regroupements. Là, par exemple, on va se retrouver avec deux athlètes sur la hard rock et un petit peu en amont de la hard rock. Mais voilà, il y a peu de. Et puis surtout, on est un petit peu aux quatre coins de la France. Hein. Pour le coup, moi, je suis un petit peu toute seule dans mon Jura chez Oka et on n'est pas beaucoup d'athlètes. Hein. On est 6 ou 7 là encore actuellement dans la Team France. Donc, ça laisse quand même peu de temps pour se retrouver. Malheureusement, hein, j'aimerais bien plus, mais c'est pas forcément avec eux que je partage le plus, mais des heures d'entraînement, non. Ouais, bien sûr. Et dans ton quotidien, donc tu nous disais donc tu es diététicienne nutritionniste.
En plus d'être ultra traileuse, comment tu gères, en fait, tout ça? Parce que j'ai du mal à imaginer comment on fait pour, avoir, 2 travails concrètement et récupérer, avoir une vie perso. Comment tu t'organises? Et ben, en fait, je me suis organisée au fur et à mesure, en fait, j'ai changé un petit peu, ma la dimension professionnelle, hein, mon métier de base qui est de la diététique, hein, puisqu'en fait, je suis coordinatrice et cadre dans un réseau de prévention et de prise en charge, de l'enfant en surpoids et obèse. Donc en plus, j'ai un poste un peu à responsabilité où je peux pas tout à fait bloquer mes créneaux de consulte, partir, faire comme je veux, hein. J'ai quand même des gens, des gens qui sont, voilà, où il y a une direction, où je gère un petit peu, où il y a mes patients et je vais, consulter avec le médecin. Il y a des formations, il y a des actions de prévention aussi que je mène. Donc tout ça, c'est quand même, voilà, c'est pas le peut-être le meilleur poste quand on est athlète, c'est certain. Mais en fait, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai diminué mon temps, de travail pour pouvoir aussi, engager quelqu'un qui puisse un petit peu, bah, voilà, me suppléer, voilà, me soulager un petit peu au niveau de certaines missions. Et par contre, le problème ou en tout cas ce qui est chouette aussi, hein, c'est que ça a ouvert à d'autres projets, hein. C'est que quand j'ai diminué mon temps de travail et puis que la partie, trail, athlète, elle a augmenté, bah, c'est ouvert aussi un peu la porte de, un peu la nutrition du sport, le lien avec, le sport, la performance, voire, des dimensions un petit peu plus, sport au féminin et compagnie. Et du coup maintenant, ça fait quand même depuis 2021 que j'ai une auto-entreprise où je travaille, quand même pas mal aussi, hein. Pour le coup, ça prend un gros voilà, une belle envergure, hein, c'est super, mais je freine aussi ces projets-là parce que sinon, bah, si c'est pour, voilà, passer du temps, diminuer son temps de travail en tant que cadre pour en fait, au final, le remplir, autrement avec du travail et pas avoir, le temps suffisant pour récupérer parce que moi enfin ma grande problématique, c'est la récupération, c'est qu'il y en a partout, tout le temps et que je passe, des baskets à l'ordinateur ou à mes consultations ou à mes patients ou à des formations, tout le temps ou à des événements et c'est quand même, je dois te l'avouer, pas évident. Ça a été très compliqué l'année dernière en début de saison parce qu'en fait, je n'en pouvais plus de tenir ce rythme-là. Donc en fait, mon entraîneur, gère énormément cette partie-là où en fait, je lui donne mes disponibilités et quand je dis disponibilité, c'est pas, juste mon temps, me libre, mais c'est justement maintenant parce que j'ai compris, hein, avec le temps, c'est pas juste ton temps libre parce qu'en fait, moi, mon temps libre, j'en ai pas beaucoup, mais en fait, moi, tout mon temps libre, je le passerai à l'entraînement, sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Mais c'est le temps que tu dédies, que tu souhaites et que tu peux dédier à l'entraînement. Il sait toutes mes semaines, comment elles se passent et puis, au jour le jour maintenant, il me planifie un petit peu mes entraînements en fonction de, bah, comment j'ai ressenti la veille, comment j'ai dormi, comment j'ai travaillé, le niveau de stress, les aléas, les imprévus, comment s'est passé, bah, le week-end, la course ou la séance d'avant. En fait, au jour le jour et ben, j'ai mes séances qui s'affichent et j'ai jamais des plans comme ça sur la semaine ou sur 2 semaines, ça n'existe pas chez moi. C'est toujours au max, j'ai une visibilité sur, 3 jours. Ah, c'est Mais c'est intéressant. vraiment voilà, c'est vraiment quand je le demande et ça me permet de décharger un petit peu psychologiquement et puis ça me permet aussi d'être beaucoup plus, au jour le jour, beaucoup moins dans l'anticipation parce que j'étais beaucoup là-dedans, et j'en venais à plus dormir ou plus réussir à faire les choses, en conscience, quoi et puis ça permet de moins se blesser tout simplement parce qu'en fait tu fais les choses, comme ton corps le ressent plus facilement et en fonction de ce que tu es en capacité d'assimiler ou de faire. Donc c'est vraiment une belle marge de manœuvre. Mais je cherche encore cet équilibre et pour être tout à fait honnête, je vais prendre une dispo, sur ce temps de cadre à partir de d'avril. Donc je risque de prendre une grosse année, voire 2 années de dispo. Alors ça veut pas dire que je vais plus travailler, hein, mais je vais garder mon auto-entreprise et voilà une quinzaine d'heures, par semaine parce que là pour l'instant il y a quand même, 35 heures, 30-35 heures dédiées à la diète et c'est au moins 30 heures, 35 heures dédiées au trail et quand je dis ça, c'est pas que l'entraînement, c'est tout ce qu'il y a autour comme tu l'as vu, il y a Ouais. beaucoup de choses et en fait ça fait des semaines qui sont imbuvables et il y a des fois plus la place pour, la vie familiale, la vie sociale et la récupération et c'est sur ce que je tire depuis quand même quelques temps maintenant.
Effectivement, ça fait des semaines, vraiment énormes et dans la partie, trail, donc évidemment, il y a pas que l'entraînement, enfin, j'imagine qu'il y a 1000 trucs autour. Tu réponds à des sollicitations, tu fais des interviews comme maintenant, il y a plein de choses et au niveau entraînement, est-ce que donc évidemment, tu cours, mais est-ce que tu fais aussi beaucoup de préparation physique? Est-ce que tu fais d'autres sports? Ouais, moi je pense que je suis quelqu'un qui j'aime quand même, varier. Après j'aime quand même, courir, hein. J'ai quand même une grosse, par rapport à d'autres, coureurs, coureuses, hein, je pense que j'ai quand même une grosse, la course à pied prend quand même pas mal de place, surtout que je me blesse, assez peu au final. Après j'aime beaucoup skier l'hiver, parce que bon, moi je viens quand même du ski, hein. Là en ce moment, c'est plutôt des semaines où il y a 4 jours dans la semaine où il y a, de la musculation et puis du travail spécifique en trail ou en vitesse et puis après il y a 3 4 jours de ski. Donc en fait, toi, je polarise un petit peu comme ça mon entraînement. L'été, je roule, alors je me suis mise au vélo de route. Alors je peux pas dire que je m'évade et que j'apprécie et que je prends autant de plaisir, qu'avec le ski de rando, le skating, et la course à pied. Mais par contre, je passe quand même des beaux moments, sur le vélo et voilà et en plus on a de quoi faire, ici, c'est quand même assez agréable et puis par contre, moi j'ai vraiment besoin, même si j'aime de moins en moins être, enfermée, hein, j'ai quand même besoin de renfort enfin en tout cas de musculation, notamment sur des périodes clés de l'année. Alors sur l'hiver, il peut y en avoir, 1 à 2 par semaine et puis souvent on en garde quand même jusqu'au mois de mars et on peut remettre des fois un petit peu des rappels sur certaines périodes de la saison en fonction des objectifs bien entendu. Mais moi j'ai besoin de ce renforcement et cette musculation en prévention de certaines, pathologies que j'ai notamment, au niveau de la hanche, au niveau des psoas, et des ischios donc c'est voilà, c'est important. Donc oui, il y a de tout, j'aime, en tout cas j'adore m'entraîner et je m'ennuie jamais quoi. Je traîne rarement les pattes. Il y a de quoi varier et au niveau plus mental, du coup, tu l'évoquais juste un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette charge à gérer, il y a une pression à gérer, tu as aussi les 1000 choses à avoir en tête, pour, arriver à tout caser dans une semaine. Comment est-ce que ça, tu as appris à le gérer au fur et à mesure? Est-ce que tu as un accompagnement spécifique? Oui, alors je me suis fait, alors moi j'interviens dans le DU, trail running à Besançon en tant que nutritionniste et puis aussi on a une table ronde d'athlètes, où j'interviens là en tant qu'athlète et en fait, bon, c'est intéressant d'avoir les casquettes un peu, différentes et en fait dans ce cadre-là, en 2020, j'ai rencontré un psychologue, du sport qui fait aussi de la prépa mentale et j'ai mis un peu de temps à le contacter, mais en fait, je me disais que ça faisait un petit moment en tout cas que je me questionnais un petit peu sur mon rapport à mon sport, à ma discipline et à toute cette pression que je me mettais des fois ou cette impression un petit peu des fois de prendre trop les choses au sérieux. Alors ça paraît drôle, hein, comme ça, mais en fait, prendre trop les choses au sérieux au boulot, prendre trop les choses au sérieux avec le sport, enfin tout a un côté vraiment perfectionniste où en fait tu veux tout faire, trop bien et tu finis par en perdre un petit peu l'essence et le plaisir même de vivre en fait et de passer des bons moments, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en course ou que ce soit au travail quoi. Donc j'en perdais un petit peu, le goût et je me questionnais pas mal sur ma pratique et en fait c'est par ce biais-là que je suis passée par cette rencontre avec ce psychologue où j'ai beaucoup travaillé du coup ce rapport beaucoup à mon corps quand même, à mon sport, à tout ce qui gravite aussi autour de la alors, j'ai pas envie de dire de la notoriété, mais il y a quand même un petit peu de ça quand même, d'apprendre à gérer la dualité, l'attente un petit peu, en compétition, enfin la pression aussi qu'on se met sur les compétitions, puis tout le travail de visualisation, tous les outils de préparation mentale m'ont servi dans ce domaine-là, hein, pour être, moins d'en subir les avant-courses ou certains événements un petit peu stressants, mais les voir plutôt comme des opportunités et puis ça m'a permis surtout de prendre des grandes décisions. De prendre des décisions, de passer des caps et de pas vouloir, toujours se dire, «Si j'ai pu faire avant comme ça, si j'ai toujours pu fonctionner comme ça et que ça fonctionnait avant, ça peut continuer à fonctionner». Bah non, en fait, ton monde, il change, ta pratique, elle change, ta vie, elle change, ta performance, elle change, ton corps, il change et en fait, c'était, m'aider aussi à prendre des bonnes décisions pour moi parce qu'en fait, j'étais incapable toute seule et j'arrivais pas à m'autoriser certaines choses. Alors,
c'est une personne qui m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, surtout. J'ai pas appris, tu vois, ça a pas été révolutionnaire au niveau du mental parce que je pense que j'ai un bon gros voilà, des bonnes qualités, mentales. Je connais mes limites, je sais, j'aime aussi le dépassement. Mais par contre, c'était vraiment surtout au niveau psychologique, retrouver, du plaisir, de la liberté aussi dans mes choix, et tout simplement, bah, questionner mes leitmotifs quoi et voir qu'ils évoluent ces leitmotifs. Ouais, c'est super intéressant, hein, comme retour et on va revenir sur ton année 2024. Évidemment, elle a été couronnée d'une superbe victoire, sur la Diagonale des Fous. Mais avant, je sais que ton année a pas forcément été très facile, notamment avec une blessure lors de l'UTMB. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette année 2024 pour toi? Oui, alors, bah, en toute transparence, hein, je pense que voilà, comme je disais, la saison dernière a été, riche, je dirais même, remplie à ras-bord, on va dire, avec, la volonté d'être, bonne, diète, de bien faire son boulot, mais d'être aussi bonne athlète et puis de faire partie de l'équipe de France et puis de faire aussi des belles courses qui me tiennent à cœur et en fait, à un moment donné, t'es pas super héros, quoi. Surtout que 4 ultras dans l'année, ça s'improvise pas, hein. Donc j'ai eu un début de saison, fracassant, avec une entrée en matière vraiment sur le mute, les mondiaux derrière où j'ai repris d'une blessure, j'ai enchaîné après les courses, les super performances avec, toujours des petits pépins physiques ou toujours pas en ressentant que j'étais à mon plein potentiel. Donc à chaque fois, je savais que j'avais encore une marge et puis je fais un UTMB l'année dernière, plein de frustration, en 2023 avec, un début de course où je me sentais voler, et puis, 2e partie de course, j'étais deuxième à un bon quart d'heure, 20 minutes de Courtenay et je me sentais, dans un jour, incroyable et en fait je tombe, voilà et en plus de ça, je fais une erreur au ravitaillement donc double peine et je me fais voilà une grosse, blessure et je vais rechercher une qualification à Hong Kong, donc l'Ultra de Pro, hein et en fait la saison 2024, elle a commencé avec quand même, un surmenage, autant, physique, puisque j'ai aussi diagnostiqué, un REDES, l'année bah, sur le début de la fin d'année 2022, début 2023. Enfin, en tout cas, je sais maintenant que c'est ça, parce que bon, quand même, pendant des années, il y a eu quand même, pendant longtemps, c'était pas que je faisais l'autruche, mais que personne, en tout cas, n'arrivait à m'accompagner ou m'aiguiller par rapport à ça. Et du coup, bah, c'est pas anodin, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu as une vie très remplie puis que t'as pas les capacités d'assimiler en face, ça a beau être mon métier, la diététique et tout, il y a pas que c'est pas qu'une histoire de nutrition ou d'apport et de dépenses, hein, c'est quand même plus complexe que ça. C'est pour D'accord, ouais. ça que voilà, c'est pour ça que c'est quand même un symptôme un peu vicieux et que ça je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, comment d'études et de professionnels en tout cas qui s'intéressent un petit peu à ce sujet en ce moment. Mais du coup avec cette problématique-là, plus une année chargée, l'année dernière et puis un début d'année très chargé au niveau professionnel et des grosses attentes, de ma part, j'ai fait un début d'année, très, très compliqué où j'avais beau avoir, l'envie, la motivation et avoir fait une très belle, préparation hivernale, bah, en fait, il s'est avéré que je me suis un petit peu cassé les dents, sur la période avril-mai où j'ai cumulé un petit peu les mauvais épisodes et puis aussi quelques petites blessures récidivantes et puis quelques virus et en fait, ben, j'ai fait un début de saison un petit peu en dents de scie comme ça jusqu'au mois de juin, juillet où je me sentais pas courir à mon niveau, à mon plein potentiel et surtout, je me sentais pas en santé. Je le fais très schématiquement et très rapidement, mais c'était vraiment le fait de pas se sentir, suffisamment fort, suffisamment en santé, pour, assimiler cette charge, d'entraînement qui était, pour le coup, que je m'affligeais moi, hein, qui était volontaire et que je qui était vraiment, voilà, j'ai pas eu de signes en tout cas de baisse de motivation ou quoi, c'était plutôt des signes, physiques et hormonaux. Donc, voilà, la qualification sur Hong Kong pour, se requalifier sur l'UTMB, 2024, donc c'était, probablement la l'ultra et la course de trop.
Ça remettait des déplacements en jeu, ça remettait, de l'entraînement, de la prépa en jeu. Un ultra, c'est pas anodin en fin de saison en plus et puis, voilà, puis un hiver, studieux, un hiver studieux, sans les skis d'ailleurs parce qu'on a eu un hiver tout pourri, sans neige, l'hiver dernier et ouais, c'est vrai que du coup, on est arrivé sur le début d'année, 2024 avec, moi de mon côté, un gros surmenage, alors autant professionnel parce que c'est des périodes pour moi qui sont quand même assez clés au travail avec voilà, beaucoup de missions et de formation et de travail. Et le début des grandes échéances et voilà, des premières courses internationales. Donc je suis arrivée notamment sur la Transvulcania où j'ai même pas pu prendre le départ tellement j'étais surmenée psychologiquement et puis j'avais chopé un virus la semaine avant. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, des France compliquées, une Transvulcania non courue et j'ai repris un petit peu de la forme, on va dire, en juin au Swiss Canyon Trail avec voilà, une seconde place, mais assez loin derrière Marianne au final. Et je me sentais particulièrement éreintée en fait, en profondeur en fait, hein, physiquement. Alors lié au REDES, hein, je pense que c'est pas anodin, hein, mais vraiment du mal à récupérer, du mal à continuer avec ce rythme de vie, d'enchaîner tout le temps, entraînement, boulot. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un espèce de point de rupture et il fallait que je trouve un meilleur équilibre parce que de toute façon, autant pour moi, pour mes envies, mais surtout pour ma santé, c'était pas tenable. Même si je me voyais pas courir à mon plein potentiel, et même si c'était très frustrant, l'argument premier c'était la santé quoi. Donc voilà, c'était pouvoir reprendre des entraînements et un mode de vie, un équilibre de vie avec le centre, la santé au centre pour ne pas faire voilà, n'importe quoi et ne pas se griller pour plusieurs années de course à pied et puis d'ultra parce que moi j'ai pas envie forcément de performer à plus haut niveau 3 ans, quoi. J'ai envie de durer et de courir si je peux et de faire du sport toute ma vie, quoi. C'est surtout ça qui me tient le plus à cœur, quoi. Donc, ouais, début de saison compliqué, mais une fin de saison, on va dire victorieuse, même si c'est pas la saison que je retiens, même si c'est une des plus belles victoires, parce que c'est un monument, c'est pas forcément la saison que je retiens, en tout cas au niveau plaisir et puis performance, c'est pas la plus belle saison. Par contre, sur les apprentissages, je pense que c'est une des saisons qui m'a fait le plus mûrir et le plus avancer à ces niveaux-là, quoi. Ah donc tu te serviras de tout ça pour l'année qui vient, au moins ça c'est positif et sur cette victoire à la diagonale, déjà c'est quand même incroyable, c'était ta première participation. Pourquoi est-ce que tu avais envie de courir cette course en particulier? Alors évidemment c'est un monument, mais j'imagine qu'il y a aussi, voilà une envie particulière d'aller courir sur les sentiers de la Réunion? Tu es déjà allé à La Réunion, toi? Non, jamais. Si tu y vas une fois, tu vas comprendre. Il y a un goût de reviens-y. En fait, tu y vas une fois, tu peux pas tu peux pas ne pas y retourner. C'est vraiment, faut vraiment y aller pour le vivre. Hein. Déjà, il y a une ferveur et puis il y a culturellement et humainement, c'est magnifique. Ça fait partie des plus beaux pays, enfin en tout cas des plus belles destinations que j'ai faites sur le côté humain, avec des rencontres, avec aussi voilà les mafatés, des gens qui te tendent la main, qui sont quand même ouais, qui est très, très chaleureux en tout cas, complètement décomplexé, ça fait beaucoup de bien. Pas du tout sur les mêmes, on va dire les mêmes problématiques que chez nous en métropole, ou dans les grandes villes. Enfin, ça fait vraiment c'est un grand bol d'air frais, La Réunion. Et puis, alors pour le coup, le parcours et le terrain, moi, il me convient, complètement, hein, sur le plan sportif et physique. C'est quand même, des longues montées, très raides, en escalier, très irrégulières, où il faut être, très robuste, mentalement fort dans la tête, très fort, très puissant au final, assez léger aussi, sans utiliser, voilà, en utilisant ton matériel, en n'ayant pas l'axe avec les bâtons, tout ça. Et puis des descentes quand même assez technique, hein. En fait, il y a quand même une technicité. Alors, j'ai connu plus technique en courant à l'île Maurice ou sur les côtes un petit peu en Martinique ou au Cap-Vert, c'est quand même un peu plus technique. Mais il y a quand même une technicité qui fait que c'est une course qui est, ouais, c'est rugueux, hein. Enfin, c'est long, c'est rugueux. Le climat te met à mal. Il faut apprendre à gérer les environnements, les éléments de la nature. Et puis, voilà, il y a vraiment l'ambiance Diag. Donc, on y est allé surtout aussi pour passer une tranche de vie là-bas avec un voyage hein, en amont.
On était déjà allé avec mon mari, j'y étais allée toute petite avec mes parents, j'avais connu l'ascension du Piton à 8 ans, j'avais envie de revivre, voilà, c'est tous ces souvenirs mélangés. J'y suis allée aussi pour un stage d'entraînement avec mon entraîneur, en 2021. Donc en fait, j'ai plein d'expériences avec La Réunion et c'était, pour moi un petit peu, le fait de prendre ce départ, c'était le fait de, voilà, tout mettre un petit peu dans mon sac, toutes mes expériences, ma boîte à souvenirs dans mon sac et puis partir, à l'aventure en essayant de penser mes mots de l'UTMB de cette année qui s'est malheureusement mal passé sur le plan physique puisque j'ai contracté 2 déchirures. Même si c'était bien parti et que j'avais fait une très belle préparation pour ça, en fait cette préparation elle m'a servi pour la diag, même si par contre les blessures étaient encore là. Donc il a fallu faire preuve de ténacité, un peu d'audace et puis, de comment dire? De résilience. Je pense que c'est vraiment le mot qui me va bien et je pense que c'est le mot que je mettrais sur ma diag, c'est audace et résilience. Ah oui, c'est sûr, non, mais arriver à finir, enfin, tu avais quand même des douleurs, hyper fortes d'après ce que tu semblais dire, c'est hyper impressionnant. Mais comment tu as fait déjà, en fait, entre l'UTMB et la diag? Au final, il y avait pas enfin, il y a quelques semaines, tu étais déjà, du coup, blessée sur l'UTMB. Comment est-ce que tu t'es préparée pour réussir à être quand même à nouveau prête pour la diagonale? Même si au final, tu t'es quand même reblessée, mais bon, tu as fini et tu as gagné. Alors bon, la gagne, hein, bon, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas du tout ce que j'allais chercher. C'est très anecdotique aussi. Pour être assez franche, et c'est pas pour dénigrer les autres concurrentes, hein, j'ai fait une course très prudente et avec en plus un gros handicap de par mes blessures. C'est dommage parce que j'avais quand même, je pense, une énorme envie puis un bon état de forme. Et ce qu'il faut être quand même assez clair sur le fait qu'il y avait peut-être une densité féminine, peut-être un petit peu moindre, parce que peut-être pas des grands noms sur à côté de moi. Donc pour le coup, mais bon, voilà, hein, ça n'enlève en rien le fait qu'il faut quand même la courir, faut la finir. Cette année, il y avait 10 kilomètres de plus, il y a eu des conditions très compliquées à la fin. J'enlève en rien la difficulté de l'épreuve, hein, mais quand même, la victoire et la première place, ça reste, voilà, en toute humilité, je pense que il y aurait eu une Cathy ou il y aurait eu quelqu'un d'autre avec peut-être un plein potentiel. Je pense que je ne faisais pas un pli. Bon, cette préparation Diag, elle n'a pas trop elle n'a pas été présente dans le sens où j'ai vraiment préparé l'UTMB, c'était vraiment mon objectif de saison. Avec mon entraîneur, c'était clair. Et en fait, c'était un petit deal avec mon père en début d'année. Je suis allée chercher ma qualif pour l'UTMB, à toi de te qualifier pour l'UTMB. Et si toi, tu te qualifies pour l'UTMB, que tu prends l'UTMB avec moi au départ pour tes 60 ans, toi, par contre, tu viens avec moi à la Diag pour mes 60 ans. Ok, lui, C'est il a sympa réussi vos à se petits vos qualifier. petits défis familiaux. Ah ouais, pour le coup, j'aurais pas parié. Mais moi, voilà, on est joueurs. Et puis, c'est vrai que jouer à cette semaine d'intervalle, mais voilà, on y allait pour c'était une autre envergure, la Diac. C'était une découverte pour moi. C'était un voyage en famille. J'avais pas de prétention de la gagner. J'y allais vraiment pour faire une première Diag, découvrir ce que c'était et avec, avec zéro prépa spécifique au final. Et après, la prépa spécifique, je l'ai fait sur place parce que je suis quand même allée rencontrer un petit peu, enfin découvrir un petit peu le parcours, découvrir les portions que je connaissais pas trop, m'acclimater aussi un peu. Je fais les choses correctement, hein. Mais ça m'a surtout permis de récupérer déjà là-bas, parce que au moins tu mets de côté le boulot. Moi, c'est des moments off dans ma vie qui sont très précieux, parce que c'est jamais, hein, dans ma vie, les moments où je peux m'extirper du boulot pour préparer des échéances comme ça. Faire une sieste ou deux dans le mois, d'habitude c'est une sieste ou deux par an. Enfin voilà, c'est impossible, hein, de caler ça dans ma vie actuelle. Mais en tout cas, c'était un super bon moment et il a fallu surtout récupérer l'UTMB, gérer la partie blessure, parce que mine de rien, c'était pas des petites blessures et c'est passé à pas grand chose, hein, quand même, mais j'ai eu quand même un peu de chance et j'ai un super entourage à ce niveau-là qui sont vraiment, qui travaillent super bien et qui sont en plus très proches et très avisés. Et quand je suis loin comme ça en déplacement, ils font tout pour que ça se passe, que j'ai les consignes, parce qu'ils savent aussi que j'ai quand même une fâcheuse tendance à m'écouter, enfin voilà, à pas trop écouter des fois un petit peu la structure et ce qu'on avait prévu au départ. Donc non, non, voilà, c'était avant tout de se faire plaisir, découvrir et puis récupérer. Et après, moi, je veux vraiment pas donner l'image de quelqu'un qui enchaîne les ultras, hein. C'était vraiment
pas quelque chose que je referai. Ça a été une expérience, hein, d'enchaîner à cette semaine, surtout blessée. Mais je veux vraiment pas donner cette image-là de moi et du sport et de la femme essaie de concilier en plus sa vie professionnelle à sa vie sportive. Je veux pas montrer l'image de quelqu'un qui fonce tête baissée, qui réfléchit pas et qui ne prend pas en compte sa santé ou les signaux de son corps. Mais je veux aussi montrer que c'est pas si simple que ça et que des fois on a besoin en tout cas de garde-fous ou en tout cas de diminuer certaines voilà certains piliers ou revoir un petit peu nos piliers, nos sphères un petit peu dans nos vies pour savoir qu'est-ce qu'on veut au final et puis qu'est-ce qui peut améliorer un petit peu globalement notre bien-être, hein, parce que quand on parle de santé, on parle aussi de bien-être global. Donc Ouais, j'espère, j'imagine que c'est un équilibre qui est vraiment pas simple du tout à trouver, hein. non, mais j'espère jouer cette carte-là et c'est la carte que je vais jouer pour 2025, c'est l'équilibre et la santé pour redevenir performante. Bah, justement, on va parler de 2025. Tu as appris il y a quelques semaines que tu allais participer à la Hard Rock 100. Donc pour celles qui connaissent pas, c'est une course qui est à nouveau mythique, qui est particulièrement exigeante, qui se déroule au Colorado et qui fait 100 miles, donc environ 160 kilomètres. Est-ce que c'est une course que tu rêvais de faire depuis longtemps? Eh ben oui, alors depuis longtemps, avec mon petit passé de traîneuse, hein, puisque en fait, moi j'ai toujours vécu le rêve de par les courses de mon et les épreuves de mon père, mais en fait, tu les vis très différemment. Tu vis ça sous forme d'aventures, de récits en fait, d'anecdotes. Et moi, mon père, il me délivrait ses récits de courses. Alors, il le fait de plus en plus et il se livre de plus en plus avec l'âge, je pense, et aussi avec le fait que je pratique. Donc, c'est très, très agréable. Il a aussi écrit son livre, donc je pense que ça a délié un petit peu les langues. Mais en fait, lui, la hard rock, il a toujours rêvé de la courir. Et en fait, moi, je suis partie dans le Colorado pour des vacances en famille. J'ai découvert un petit peu les montagnes et les environnements là-bas. Et en fait, c'est typiquement dans ce type d'environnement que je me sens vivante et pleine et avec la joie de vivre et l'épanouissement que je me connais. Et moi, ce que j'aime en fait avec la hard rock, c'est le fait en fait, de ce côté intime. Donc ça fait partie un petit peu des histoires un petit peu d'enfance, hein. Les aventures, les voyages, mais moi c'est un petit peu ce qui a rythmé aussi un petit peu mes envies d'escapade et puis d'évasion et du coup de course, hein, plus tard. Hein, tu as envie de retourner un petit peu sur les images et sur les sentiers de ce que tu as pu vivre petite, hein, à travers toutes ces belles aventures. Donc du coup, ouais, la hard rock, c'était en effet dans les petits carnets de courses de mon père, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était une course, moi, qui m'intriguait et qui m'attirait beaucoup, en ayant suivi un petit peu la Oka Team les années dernières, en ayant aussi suivi un petit peu les courses féminines, parce qu'en fait, ce qui est bien aussi là-bas, c'est que ils prennent un pourcentage de femmes à hauteur de 20%. Donc en fait, on a quand même voilà, on est 146 au départ, c'est très intimiste. Moi, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup moins de pression, il y a beaucoup moins de. C'est un aspect très sauvage et très. Pas du tout les gros engouements comme on connaît dans les gros événements comme l'UTMB et tout. Alors, c'est très paradoxal hein, parce que j'aime prendre part à l'UTMB, mais j'aime aussi bien aller sur des courses un petit peu intimistes et où on se met pas trop la pression et en fait, on a l'impression d'aller faire de prendre part à une grande bambée en montagne et aller être dans l'introspection et dans le dépassement de soi sans prendre en compte ce qu'il y a autour, quoi. Ah bon, après là-bas, tu fais un peu partie de la chaîne alimentaire. Alors, ce qu'il y a autour, les pumas, voilà, les wapitis, les ours, tout ça, bon, faudra quand même un petit peu se préparer à choisir, enfin, en tout cas, à être autonome par rapport à tout ça. L'altitude aussi, il faudra aussi le préparer un petit peu. Enfin, c'est une course qui se prépare sur plein de coins et recoins. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'elle est intimiste qu'elle doit pas, qu'elle a pas. Elle doit pas être préparée à sa juste valeur. Et voilà, 146 dossards et 20% de femmes. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve ça chouette aussi qu'on soit voilà, dans la popularité de l'épreuve avec en effet quelques élites et quelques voilà et j'espère en tout cas pouvoir le vivre un peu comme à l'image du Grand Raid cette année, avec quelques semaines en amont de voyage, la reconnaissance du parcours, avec mon mari. Et puis alors le, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est mon père qui me fera le pacing sur quasiment la moitié de la course. Donc c'est aussi pour lui rendre un petit peu, enfin moi
C'est un juste, un juste retour de il aura jamais pu prendre peut-être part à un tel événement comme la Hard Rock parce que, bah, ça fait quand même plusieurs fois qu'il met le ticket dans la boîte et jamais l'occasion de la faire. Et là, bah, du coup, si au moins il peut la faire en tant que paisseur et aller fouler un petit peu les sentiers là-bas, bah, c'est chouette. Mais en plus, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de partager ce type d'expérience. Donc voilà, je me languis d'avance et toute la prépa est dédiée en tout cas à préparer cette échéance de la meilleure des façons. Ah, ça va être un super moment. C'est vrai que c'est génial de pouvoir partager ça aussi avec ton père, c'est excellent et cette, préparation que tu disais, il y a quand même beaucoup d'aspects à prendre en compte. Comment est-ce que tu l'abordes et qu'est-ce que tu vas faire de différent, en fait, par rapport aux années précédentes? Ouais, alors il y a plusieurs aspects. Donc, bah, le premier dont je t'ai parlé, c'est le fait de me prendre une disponibilité au niveau de mon temps de travail, donc pouvoir être quand même un peu plus, on va dire dédiée à cette pratique et pas culpabiliser quand je me déplace ou quand je vais me préparer plusieurs jours en montagne ou quand je prends des jours de congé pour aller, voilà, faire des entraînements ou autres. Donc ça déjà, ça va être beaucoup plus facile. L'hiver est plutôt dédié à la musculation parce qu'il faut vraiment être capable de d'assimiler les chocs et le renforcement et aussi une grosse partie à ski, comme je te disais, pour encaisser du volume sans traumatisme. Puis après, il y aura la phase un petit peu de préparation spécifique où bah, je vais pouvoir avoir quelques stages en altitude notamment avec bah, des deux copines à Font-Romeu, l'environnement parfait pour pratiquer avec en plus les amis et puis c'est un endroit que je connais pas du tout les Pyrénées et ça sera juste avant une course que je vais faire en Andorre. Donc c'est aussi allier l'utile à l'agréable et pas faire les déplacements pour rien. Mais voilà, il y aura ces phases-là dans ma préparation. Et puis bah, toute la phase aussi de redescente chez moi pendant une semaine pour assimiler et repartir en altitude pendant quasiment 3 semaines là-bas aux États-Unis. Donc je vais essayer d'arriver pas tout à fait 3 semaines avant la course, mais quasiment. Hein, je suis vraiment à très peu de choses près. Je serai sur cette phase-là. Et puis de pouvoir faire la première fois le parcours à pied. Avec des sacs de rando en rando course hein, plutôt pour être vraiment sur de la basse intensité et puis sur la deuxième partie et la dernière partie de la préparation ça vraiment pour faire des sections bien spécifiques que j'aurais reconnues un peu complexes et là j'espère avec mon père puisqu'il sera normalement arrivé aux États-Unis pour bah, faire le PS et ça pourra aussi permettre de finaliser et puis ponctuer un petit peu cette belle phase de préparation donc un printemps et un début d'été assez chouette, hein, il faut dire, hein, ça me languit d'avance. Mmh. Ouais, tu déjà vraiment ton plan là pour l'année 2025 et tu sais déjà du coup à quelle course tu vas participer en amont? Tu disais là, à Andorre, tu vas aller, courir. T'en as d'autres qui sont prévus déjà? Ouais, alors j'ai déjà un petit peu des idées de off et des envies de off et aussi mon planning de course, hein. C'est vrai que maintenant j'anticipe, j'ai même, sur 2 ans, hein, là, un espèce de plan de course. Alors je me laisse la place aussi, à l'impro et à l'envie et au changement faut pas mais il y a quand même, des grandes lignes. Donc cette année, il y aura, en tout cas, quelques dossards à ski, et sur un semi-marathon pour faire vraiment, bah, la vitesse que moi, il faut vraiment que j'ai une carotte pour aller faire ce type de vitesse et avoir de la régularité un petit peu dans les entraînements de vitesse, que ça aille du seuil haut à la VMA, quoi. C'est vraiment, et pour le coup, hein, on pense que les ultra-trailers ne font pas de vitesse ou ne sont pas rapides, mais ça, enfin, on voit bien hein, courir l'UTMB en moins de 20 heures, les garçons, il faut forcément voilà, un fond de vitesse et des qualités de vitesse et il faut l'entretenir sa vitesse parce que sinon. Donc, je me force un petit peu à ça, mais j'apprécie aussi changer un petit peu voilà, d'entraînement. On sort de notre zone de confort. Donc ça, c'est agréable. Donc il y aura un semi-marathon et puis après, pour les grandes échéances, il y aura la Transvulcania aux Canaries. Voilà, c'est un 75 kilomètres sur l'île de Las Palmas. Après, bah, il y aura du coup Andorre. Donc là, ça sera un 80 kilomètres en vue d'une qualif UTMB, mais c'est surtout aussi pour aller découvrir le coin là-bas et puis profiter bah, de la belle phase d'altitude et de préparation juste avant hein, pour faire, faire du volume en vue de la Hard Rock. Et puis je partirai à la Hard Rock le 22 juin pour bah, du coup la course c'est le 11 juillet.
Et puis après, j'attends encore bah, le- enfin, la nouvelle, mais ça sera soit la CCC, soit la petite de l'échappée belle. Et sinon, je finirai l'année sur l'UTAT 100. C'est une course dans l'Atlas marocain. Donc ça va être aussi une belle aventure et avec des copains et avec la famille pour découvrir un petit peu et repartir aussi en altitude parce que là, pour le coup, c'est aussi une course qui se passe dans les hauteurs. Donc ça va être ouais, c'est une année altitude et une année un peu plus intimiste, un peu moins voilà, un peu moins mondiaux, un peu moins UTMB. Ça me va très bien, un peu plus montagne, un peu plus comme j'aime. Eh ben, on va suivre tout ça avec plaisir, ça fait un très beau programme 2025. Vraiment, ça va être chouette et bah, pour terminer cette interview, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais adresser à des femmes qui souhaiteraient se lancer dans le trail ou qui aimeraient progresser dans ce sport? Le sport le plus stylé de l'univers, même au féminin. J'ai envie de dire aux femmes, aux filles, aux jeunes, et c'est aussi c'est ça, hein, c'est comment aussi ne pas créer la rupture, l'arrêt du sport chez les ados, mais aussi de peut-être pouvoir profiter du démarrage ou de la reprise d'une pratique plus tard. Et le trail, c'est parfait pour ça. Mais non, mais j'ai envie de leur dire d'oser pratiquer pour elles, pour en mettant des baskets. C'est tellement simple et un petit peu à l'image de ce que moi j'ai pu faire. Hein. On met des baskets, on sait pas trop où on va aller, puis en fait au final, on se prend au jeu, on finit par faire des traversées avec son corps. À faire au départ 10-15 kilomètres. En fait, on finit par faire des 80, des 90 kilomètres, voire plus, des distances qui nous paraissent complètement inimaginables. On dépasse aussi, enfin voilà, on déplace tout le temps nos limites, que ce soit mentales et physiques. Et ça, c'est quand même aussi une belle introspection et une belle compréhension de soi. Et puis après, je trouve que ce qui est aussi chouette dans cette discipline et dans ce sport, c'est le fait aussi de pas forcément se faire plaisir avec des dossards, mais de pouvoir changer de motivation en fait au final et d'avoir des pratiques en fait. C'est dans une vie de pratique, on va avoir plusieurs motivations, plusieurs pratiques et plusieurs années et saisons de pratique. Ça permet aussi ça, c'est de se découvrir à travers un sport et ça va au-delà de juste le fait de pratiquer. Mais en fait, l'essentiel quand même dans tout ça, Lorraine, c'est quand même de se mettre en mouvement et si elles peuvent le faire par le biais du trail, c'est très bien, mais autant qu'elles le fassent avec des pratiques et des disciplines qui leur font du bien. Et avec seules ou avec leur tribu, parce que c'est aussi vraiment très sympa de partager et de profiter de ces bons moments de mouvement à plusieurs. Et voilà, c'est le message que je veux faire passer. Ah bah, merci beaucoup pour ce message qui est totalement en ligne avec, ce que la sportive outdoor essaie de promouvoir, alors merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Manon pour ton temps, pour cette interview, c'était super intéressant, tu nous as donné plein d'infos et puis, bah, on te souhaite, le meilleur là pour l'année 2025. Évidemment, on va suivre ça avec plaisir et plein de bonnes choses. Je sens que ça va être une belle année pour toi. Ouais, merci Lorraine et j'espère une saison 2025 à l'image, oui, de l'outdoor, mais de la santé avant tout. Je pense que c'est aussi un petit peu le fil rouge de mes saisons, soit pour voilà, profiter aussi de la suite avant tout. Parfait et bah, à très bientôt sur la sportive outdoor pour de nouvelles interviews. À bientôt.